Catherine, comment vous essayez d'en parler à votre petite fille, votre dernière fille Lola qui a 7 ans? Je pense qu'elle est un cas un petit peu particulier, elle, parce qu'elle a tellement été bercée par cette histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on a un problème que le travail que fait l'association est un travail, je dirais, de pompier. C'est-à-dire que on est appelé quand il y a des incidents, quand il y a des accidents, et on va en catastrophe faire des préventions auprès des élèves parce qu'il y a eu problème, il y a eu pratique, il y a eu jeux dangereux dans l'établissement. Et on arrive absolument... Enfin, moi, donc ça fait 5 ans, bientôt 5 ans que je me suis engagée dans cette cause, et on est toujours en train de courir et faire les pompiers, et sans arriver d'ailleurs à répondre à toutes les demandes, c'est impossible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de passer au stade supérieur et que tout le savoir qu'on a au niveau de l'association, avec tous les spécialistes qui nous entourent, on le transmette à des formateurs, qu'on forme des formateurs. Et moi, je fasse de la prévention. De la prévention systématique, et ça, c'est pas une petite association qui peut systématiquement faire de la prévention dans toutes les écoles. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement les réticences. Est-ce que la prévention, ce n'est pas inciter, etc. Aujourd'hui, ils sont sur Internet, il y a des milliers de vidéos qui montrent le jeu du foulard. Les adultes pensent que c'est parce qu'on va leur en parler qu'on va les inciter. Ils sont déjà en liberté sur Internet, ils voient déjà ça. Et puis, il y a des manières de parler, de faire de la prévention, sans forcément aborder le sujet des jeux dangereux ou le jeu du foulard. On peut, et ça moi je le demande depuis l'accident de mon fils, depuis le décès de mon fils, il faut que en CM2, quand on fait le corps humain, la respiration, on travaille avec les instituteurs sur les conséquences. On peut même le faire avant, bien évidemment. Mais les instituteurs doivent, à l'occasion de cours sur le corps humain, de faire comprendre que quand on touche ici, on peut déclencher un arrêt cardiaque, etc. On n'est pas obligé de tout de suite rentrer dans la thématique du jeu dangereux, de leur parler de ça. Oui, leur dire que c'est important de respecter son corps, de ne pas jouer avec. Frédéric, toutes les conséquences. Moi, je résume ça assez rapidement avec un verbiage qui est un peu rapide, mais je vais l'expliquer après. Il faut associer le savoir, le savoir-faire, le faire savoir et le pouvoir faire. Le savoir, c'est s'entourer de gens qui savent. Des sachants, pas des savants, on n'a pas besoin d'être des grands professeurs ou des médecins, il faut que ce soit des gens qui connaissent bien ce problème-là, en tant que parents, en tant que professionnels, et qui puissent ensuite bénéficier du savoir-faire. Et la pédagogie auprès de l'enfant de 3 ans, auprès de l'enfant de 10 ans et auprès de l'ado de 18 ans, c'est pas du tout la même. Il y a des techniques qui sont différentes, on pourrait les aborder plus tard après, il y a des recettes qui fonctionnent pas mal. Mais je pense que c'est important que, effectivement, les professionnels de l'enfance, au sens large, que ce soit l'éducation nationale, comme des éducateurs sportifs, des psychologues, des pédagogues, psychiatres, tout ce qu'on veut, que ces gens-là soient au minimum informés et formés. Dans le reportage, il est dit que tous les médecins scolaires sont formés. C'est pas vrai. Ma femme est médecin scolaire. Je peux vous dire que dans la formation initiale, elle ne l'a pas eu. Bon, c'est pas très grave, mais il faut. Vous l'avez briefé un peu, j'imagine. Un tout petit peu quand même. Ouais. Bon, mais il faut. Je pense que c'est important d'associer ce savoir, c'est-à-dire des gens qui ont été confrontés, qui savent ce qui existe vraiment, ce que font réellement les gamins, parce qu'il faut le voir pour le croire des fois. Parce que là, le film n'est pas allé jusqu'au bout, et Dieu merci, mais c'est vrai qu'il y a parfois des pratiques qui sont quand même inattendues, et s'entourer des gens qui savent communiquer avec les enfants. Ça, c'est le savoir-faire. Après, il y a le faire savoir. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut pouvoir diffuser cette information, et c'est votre rôle aujourd'hui, et c'est très bien. Il faut utiliser humblement les médias, mais il faut aussi utiliser, je rebondis sur ce que dit Catherine indirectement, il faut utiliser les outils des enfants. Il faut faire que les enfants soient les propres acteurs de leur formation, de leur prévention. Je te disais tout à l'heure, concrètement, par exemple, je vais vous donner une recette qui marche bien. Je vais vous en donner une. Par exemple, je suis allé il y a plusieurs mois, c'est l'année dernière, dans un établissement scolaire de maternelle, où l'une des maîtresses était convaincue que les enfants jouaient probablement au jeu de la tomate ou au rêve indien. Qui va retenir sa respiration. Déjà. Donc, le jeu de la tomate, c'est retenir sa respiration, le jeu de la tomate, tout rouge, d'où la tomate. Voilà, le jeu de la tomate, c'est vous bloquez la respiration et vous poussez, vous devenez tout rouge. Voilà. Vous lisez Astérix en Hispanie, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Pépé dans Astérix en Hispanie, qui à un moment devient tout rouge. C'est le jeu de la tomate. Voilà, d'accord. Et l'autre, l'Indien, là. Le rêve indien, alors c'est le rêve indien, c'est le grand bleu. Alors, vous avez tous vu le grand bleu, en tout cas les parents, les enfants peut-être un peu moins. Hein, vous les voyez, les apnéistes avant de descendre sous l'eau, ils font. Il bloque. Voilà. Donc vous créez, si vous voulez, des mécanismes au niveau cérébral qui font que la tolérance du cerveau est très mauvaise entre un moment de passage où le
taux de dioxyde de carbone est très faible, à très élevé, puis le taux d'oxygène chute. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça crée des sensations de malaise qui sont exactement les mêmes que vous pouvez avoir quand vous emmenez vos chérubins à la plage et que vous gonflez un matelas pneumatique avec la bouche. Vous avez déjà essayé. Au bout d'un moment, vous dites j'arrête parce que là, c'est un rêve indien que vous êtes en train de faire. C'est le début d'un rêve indien. Sauf que le rêve indien, quand on consiste à aller jusqu'au bout et à en perdre connaissance. Bon. Donc, on a des enfants qui font ça très tôt. Ce qu'on avait fait dans cette école, moi je trouvais ça remarquable, c'est-à-dire que la maîtresse m'a dit, et toute Frédéric, on avait fait sympathiser, elle m'a dit, tu vas venir leur parler du corps humain et de la respiration, leur expliquer comment ça fonctionne. Et ça c'est très important, puisque pour qu'un enfant comprenne qu'il ne faut pas le faire, il faut comprendre lui-même qu'il comprenne que c'est dangereux. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que ça ne fonctionne pas comme d'habitude. Donc il faut savoir déjà comment ça fonctionne d'habitude. D'accord? Effectivement, il y a des expériences qui montrent que très petit, on peut faire des choses très bien sur l'apprentissage de la respiration et réussir à faire dire à l'enfant que se priver de respiration, c'est dangereux. Pas simplement arriver en leur disant, vous savez, ça, faut pas le faire parce que c'est dangereux. Il faut qu'ils arrivent à comprendre pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que ces enfants, on les a revus un an plus tard, et la maîtresse d'école avait dit, on va investir les enfants dans l'établissement du propre règlement intérieur de la cour de leur école. Je reviens sur cette idée, puisqu'elle a été suggérée tout à l'heure. Et les enfants ont dit d'eux-mêmes, il est interdit de descendre le toboggan à la tête la première. Vous avez compris que c'était dangereux, pas grâce à moi, mais probablement à d'autres. Et ils avaient mis eux-mêmes, il est interdit de jouer avec sa respiration. Et bien ça, je pense que c'est gagné. Voilà. Alors, il y a un point quand même qui revient à la fois dans ce que tu disais, Léa, de ce que disait Hélène Romano, la psy, dans le reportage, c'est qu'il y a un côté t'es pas cap, un côté les cadeaux en récré, un côté faut se forcer à le faire, sinon on n'est pas accepté et tout. Catherine, qu'est-ce qu'on peut dire à notre enfant qui est à l'école primaire pour dire voilà, qu'il soit fort et qu'il n'accepte pas n'importe quoi? Comment on peut lui dire ça? Comment le contrer le t'es pas cap, quoi? Ça, c'est une des facettes. C'est vrai, l'imposition des jeux à des enfants. Moi, je suis maman d'un enfant qui a fait un jeu d'expérience. Je dirais que cette facette concerne plutôt les jeux dangereux et les jeux d'agression. Je sais pas répondre à ça. Je vous le dis sincèrement. Je pense que ce qui est, moi, je sais répondre à la problématique du jeu du foulard en tant que pratique expérimentale sur soi-même. Peut-être Frédéric, tu seras plus. Sylvie, vous intervenez, puis je vais dire après ce que j'en pense. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression qu'effectivement, pas dans l'éducation, peut-être la vie qu'on menait, l'échange et le partage qu'on a toutes les deux, peut-être qu'elle a su s'écarter au bon moment, mais c'est vrai que on n'a pas forcément énormément dialogué, parce qu'effectivement, comme dit Catherine, je vois pas comment on peut vraiment expliquer. D'être fort, on peut pas dire tu dois être le meilleur, tu dois te défendre, tu dois. Il faut qu'ils vivent dans la société des enfants, et en fait, c'est difficile à leur expliquer, mais effectivement leur dire ne pas se laisser faire, ne pas rentrer dans des jeux qui peut les mettre en... Moi, c'est le mot jeu qui me gêne. C'est pour ça que c'est difficile de lui expliquer à mon enfant ne joue pas à ce jeu. Voilà, alors je lui dis ça, c'est pas un jeu, c'est là où tu risques d'avoir mal. Donc tout ce genre de choses, il faut éviter.